Bonjour et bienvenue, vous êtes à Presse Éco. Presse Éco, c'est votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débat portant sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec nos chroniqueurs. Ce sont des hommes des médias, des analystes. Avec eux, nous revenons donc sur ces faits-là qui ont marqué l'actualité. Aujourd'hui, des sujets importants. Il s'agit toujours du Covid-19 au Burkina. Face au Covid-19, il y a 576 cas, 338 guéris, 36 décès. Nous allons donc revenir sur tous ces sujets-là parce qu'il y a des questions en tout cas, l'éducation, le dépistage et ainsi de suite. Beaucoup de questions que répondront bien sûr nos invités sur la table ici. Et puis, nous parlerons également de politique avec le dialogue politique amorcé par le chef de l'État qui a réuni l'opposition et la majorité politique. Nous allons donc évoquer également ce sujet. Et puis, dernier sujet, c'est en France où Luc Montagnier, prix Nobel de médecine et découvreur du VIH-Sida, qui a fait une sortie qui remet donc en tout cas en cause toutes les thèses avancées par les Chinois, disant que ce virus-là, il est bien entendu sorti des laboratoires chinois de Wuhan. Nous allons donc revenir sur ce sujet-là avec mes invités. Premier invité, André-Eugène Ilboudo. André-Eugène Ilboudo est directeur de la radio des écoles. Merci André d'être sur ce plateau. Deuxième invité, Mamadou Ali Compaoré, donc il est journaliste aujourd'hui en service au ministère de la Communication. Merci d'être sur ce plateau. Et puis à gauche de Mamadou Ali Compaoré, Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendré qui est maintenant désormais en ligne. Merci Inoussa de nous rejoindre sur ce plateau. Et puis dernier invité, Évariste Faustin Consembo, il est chroniqueur média, président du Cercle d'éveil qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci à vous d'être sur ce plateau. On va donc débuter avec cette question importante parce que depuis près de 2-3 semaines, il n'y a que de ça qu'on parle. Il s'agit donc bien sûr du Covid-19, donc Covid-19 au Burkina Faso. On remarque qu'il y a 576 cas, 338 guéris, 36 décès. Alors, mais il y a toujours des questions, on se pose des questions toujours. Mamadou Ali Compaoré. Bon, effectivement, il y a toujours des soucis par rapport à cette maladie. Mais ce que moi je remarque, il y a aussi des grands efforts fournis par les populations pour essayer de respecter autant que faire ce que les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne les mesures de barrière pour que la maladie ne puisse pas aller plus loin. Donc il y a des efforts dans cela, il y a beaucoup d'efforts au niveau de l'hôpital Blaise Compaoré à Tengadou, il y a des efforts au niveau de l'hôpital Giné. J'ai vu que le chef de l'État lui-même s'est rendu à l'hôpital Blaise Compaoré de Tengadou pour voir un peu tout le travail qui est fait cela. Donc c'est dit que notre pays se bat autant que faire se peut pour essayer de venir à bout de cette pandémie qui est une pandémie qui touche le monde entier. Maintenant, la polémique change toujours autour de certaines mesures que le gouvernement prend, surtout à travers les marchés. J'apprends que le marché de Roudogo, le plus grand marché de notre pays, installé à Ouagadougou, va rouvrir ses portes le lundi. Est-ce que ce sera ce seul marché? Est-ce que ce sera tous les marchés à travers tout le Burkina? Bon, c'est toutes ces questions qui taraudent encore les esprits des gens. Il y a encore la question des transports. Parce que le pays les frontières étant fermées, il y a certains Burkinabés qui sont à l'extérieur qui voudraient bien rentrer chez eux. Il y a certains étrangers en transit dans notre pays qui sont confinés à Ouagadougou, qui voudraient bien repartir chez eux. Donc c'est tout un ensemble de choses que le gouvernement est en train de voir et on va voir les jours à venir quelle réponse le gouvernement va apporter à ça. Est-ce que le gouvernement peut avoir d'autres réponses, sinon fouler au pied les mesures qui sont connues que par exemple, le Vénitien, c'était non. On va parler du marché de Boroko, mais ici, quand on regarde 576 cas, quand même, on a franchi la barre des 500 cas au Burkina. Comparé aux autres pays, est-ce que le Burkina est un peu plus particulier? Parce que le taux de létalité, comme on dit, est quand même très élevé. Bon, le taux est très élevé. Ça, personne ne fait de mystère sur la question. Ce que je voulais seulement dire, c'est qu'on voit le gouvernement sur le terrain en train de se battre autant que faire se peut, avec beaucoup de pagaille bien entendu, mais il y a une certaine volonté que le gouvernement essaie de faire pour faire face à cette situation. Maintenant, il est évident qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'au niveau de la communication du gouvernement par rapport à ça, il y a un cafouillage qui ne permet pas aux populations de bien cerner la question et de se prémunir de cette maladie. Évidemment, il manque un certain nombre
d'infrastructures pour notre pays pour faire face à cette situation. Mais le gouvernement, même si on ne peut pas dire qu'il est resté inerte, mais seulement ce qu'on peut reprocher à notre gouvernement, c'est son manque de maîtrise, son manque de compétences vis-à-vis de certaines crises, et ça, c'est assez difficile. D'accord. Alors, Inoussa Ouedraogo, quelle analyse par rapport aux chiffres? On est à 500 aujourd'hui, 338 guéris. Est-ce qu'on ne crie pas trop victoire quand on voit dire qu'il y a 338 guéris? C'est comme si on oubliait peut-être des choses. Est-ce que les chiffres ne cachent pas une autre réalité qui peut être bien plus triste? C'est possible que les chiffres que nous avions ne soient pas véritablement la situation, ne présente pas réellement la situation exacte, mais on ne peut que espérer que chaque Burkinabé, que chaque citoyen respecte les mesures barrières afin que la maladie ne se propage pas à une grande échelle. Déjà, plus de 500, c'est assez... mais quand on regarde également ce qui se passe ailleurs, il y a des raisons de se féliciter globalement. C'est parce que les uns et les autres respectent les consignes qui ont été données que, à mon avis, la maladie ne se propage pas à une vitesse grand V. Et le souhait, c'est de faire en sorte que, au-delà des mesures gouvernementales, que chacun à son niveau essaie donc de faire l'effort d'éviter que la maladie ne passe pas par lui pour atteindre d'autres Burkinabés. C'est le plus important. Maintenant, sur les chiffres, bien entendu, il y a des guérisons, il faut se satisfaire de cela et espérer qu'il y ait encore d'autres guérisons. Mais l'un dans l'autre, nous espérons en tout cas que les agents de santé qui font un travail formidable pourront faire en sorte que les cas qu'on a actuellement puissent être guéris le plus rapidement possible. Oui, d'accord, mais par exemple, quand on regarde dans d'autres pays, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on voit par exemple qu'ils ont atteint un niveau quand même d'échantillonnage qui est important. Ils sont dans l'ordre de 200, le Sénégal est même à 400. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 100. Est-ce que le problème n'est pas le fait de ne pas avoir un échantillon qui est assez important, qui nous amène à avoir des cas de 14, de 9 aujourd'hui? On a l'impression qu'il y a une tendance à descendre, alors que cela peut dépendre forcément de la quantité de cas qu'on met sous observation. Je n'ai pas bien compris la question. Ici au Burkina, nous avons jusque-là moins de 100 cas qu'on dépiste, moins de 100 cas. Au Sénégal, ils sont jusqu'à 400. Et ils se retrouvent à moins de 20 suspects, 20 cas détectés. Nous, on est à moins de 100, on est autour de 15 cas, 16 cas détectés. Est-ce que ce n'est pas vraiment mal interprété que de penser que parce que ça descend, donc la maladie est en train de reculer ou qu'il n'y a plus assez de contamination? Je ne pense pas que... ou je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire que... on est en train de baisser, etc. C'est des constats qui sont faits sur la base vraiment des 100 échantillons. Parce que si on part en arrière, si c'est les mêmes 100 cas qui étaient dépistés et qu'on avait autour de 25-30 cas par jour, et qu'aujourd'hui ces mêmes 100 cas donnent moins de 20 cas, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'il faut que le Burkina fasse comme le Sénégal? Est-ce qu'il faut que le Burkina fasse comme la Côte d'Ivoire ou d'autres pays? Je n'en sais rien. Nous avons des professionnels de la santé qui essaient de travailler avec les moyens de bord. J'imagine que les uns et les autres auraient voulu qu'on fasse le test à tout le monde, comme certains l'ont souhaité. Mais bon, certains responsables de santé estiment qu'on n'en est pas à ce stade-là. C'est un débat des scientifiques, nous regardons de près, mais je pense que nous avons des autorités sanitaires suffisamment responsables pour prendre des mesures qu'il faut en temps opportun. Alors, je reviens sur la même question avec Évariste Concebo. Je regarde par exemple des chiffres. Au Sénégal, avec 435 tests qui ont été effectués sur leur échantillonnage, ils ont 21 cas de choses. Et pour 272 cas, ils ont 8 cas. Au Burkina, nous sommes à moins de 100, on est autour de 80 et quelques cas et suspects qu'on teste.
qu'on dépiste, on est à moins de 15 cas. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un problème? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'élargir au maximum le spectre des cas suspects qu'on teste? Vous revenez sur les problématiques d'échantillonnage. Scientifiquement, c'est connu. Plus l'échantillon est plus représentatif, plus les résultats vont être beaucoup plus proches de la réalité. Et c'est sûr qu'avec un échantillon beaucoup plus élevé, on est beaucoup plus proche de la réalité qu'avec un échantillon moins élevé. Ça, c'est une évidence. Bon. Maintenant, c'est vrai, il faut aussi peut-être dire qu'il y a aussi question de moyens et de stratégie. Peut-être que il y a des pays qui favorisent en fait le dépistage automatique et à grande échelle. D'autres peut-être vont au cas par cas. C'est pas la même stratégie. Mais maintenant, c'est vrai qu'au finish, mais ça c'est pour moi en fait tous ces chiffres-là que vous avez donnés. En ce qui concerne le Burkina, le plus alarmant, c'est le cas des décès en fait, parce que ça, il faudra que les scientifiques s'apesantissent là-dessus pour donner plus d'explications. Quand on regarde le top 10 par exemple du corona en Afrique, le Burkina y figure. Et à l'Algérie, je sais pas, j'ai regardé ça donc. Et dans la sous-région, en Afrique subsaharienne, quand même, c'est ça qui pose problème parce que c'est un cas erratique, je dois dire, quand on regarde la tendance. Et c'est sûr, peut-être... Les gens meurent beaucoup plus au Burkina qu'ailleurs. Et pourquoi? Ça, c'est un cas erratique. Je dis ça, il faut que les scientifiques essaient de voir, peut-être s'il y a eu des causes de morbidité ou autre. Ça veut dire, est-ce qu'il faut voir si c'est le corona qui est le facteur principal de la mort ou il y a d'autres choses? Je ne sais pas. Mais est-ce que ici, c'est pas parce que ici on ne teste que les gens qui développent déjà des symptômes, alors que les symptômes, c'est déjà la maladie avant ça? C'est tout ça. C'est ça, je dis, pour le cas du Burkina, ce qui est alarmant et inquiétant, c'est plutôt le nombre de décès qu'il faut peut-être regarder. André Génie Boudou. Bon, d'abord, faudrait-il aller directement, dès que quelqu'un qui est malade, les premiers siècles, le deuxième, les personnes contacts sont automatiquement dépistées ou il faut les regarder jusqu'à ce que certains développent des signes, alors que là, dès qu'il y a les symptômes, c'est déjà la maladie. Est-ce que ce n'est pas ce qui est la cause peut-être des morts? Mais écoutez, je réponds à votre question et puis je développe d'autres choses. C'est que si vous ne pouvez même pas faire un dépistage, si vous soupçonnez que vous êtes un petit peu malade, même ou bien vous avez la fièvre, vous ne savez pas là où aller vous faire dépister. Donc il faut attendre que ça s'empire pour qu'on prenne soin de vous. Et une fois que ça s'est empiré, bon, on va arriver à là. Or, s'il y avait des structures où on permettait aux gens d'aller faire des dépistages, une fois que tu ne te sens pas très bien, que tu ailles voir si ça ou ça ne va pas, je pense qu'on n'arriverait pas à là. Mais cela dit, moi je voudrais parler des statistiques. Vous savez que les statistiques, c'est le grand véhicule des mensonges. Tout le monde peut faire dire les chiffres n'importe quoi. Et ici, les chiffres que nous avons, bon, ce sont les cas qui se sont présentés. Or, peut-être qu'il y a pire que ça, peut-être qu'il y a moins que ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est qu'on nous dise aujourd'hui qu'on revienne sur Terre et qu'on nous parle calmement de la maladie. Moi, je continue à dire qu'au niveau du Burkina, il y a des maladies qui provoquent plus de morts que le Covid et on n'en parle pas, on ne fait pas de grand ramdam. Je suis presque convaincu que si c'était la méningite qui avait ces cas-là et qui était prise en charge comme on le prend comme pour le Covid, il y aurait moins de dégâts. On a fait tout un ramdam autour là-dessus. Bon, pour quelle raison, on ne sait pas. Aujourd'hui, il faut venir nous dire, et il faut faire parler les scientifiques, il faut faire parler ceux qui envoient au chapitre pour dire, la maladie telle qu'on nous la présente, elle est dangereuse, mais elle n'est pas mortelle comme d'autres maladies. Moi, je suis presque convaincu qu'il y a des gens parmi nous qui ont peut-être développé la maladie et qui ne se sont pas retrouvés à Tengano. Donc, tout le ramdam que l'on fait, c'est bien. Moi, je dirais qu'il faudrait faire en sorte simplement de calmer les gens, de dire aux gens, prenons des précautions, mais il ne faut pas paniquer. Moi, je ne comprends pas toute la panique. Et moi, j'ai été très heureux hier, quand j'ai vu les images du président du Faso qui est allé à Tengondo visiter les gens. Il n'était pas en combinaison. Il n'était pas en combinaison. Si la maladie était telle qu'on nous la présentait, mais il serait parti comme un cosmonaute visiter les malades. Donc je me dis, il y a des choses derrière qu'on est en train de nous développer. Il est parti, vous voyez, quand vous avez vu toutes les vidéos qui circulent par rapport aux gens qui ne peuvent pas rencontrer leurs parents malades. Le président du Faso, il est parti comme un visiteur des malades, simplement. Il a porté un masque, etc. Même la ministre elle-même ne portait pas de masque, ne portait pas de combinaison.
Je crois que tout le random que l'on fait autour là, c'est pour créer plus la panique qu'autre chose. Or, vous savez que la panique est un facteur mortel plus que la maladie elle-même. Si on fait en sorte que les gens, et beaucoup de choses circulent, il y a des gens, une fois que tu es testé malade, tout ton environnement là, automatiquement devient malade. Parce que tout le monde a dit, ah, si lui il est malade, c'est que nous aussi on est contaminés, etc., etc. Donc on crée le doute et la suspicion. Moi je pense que les scientifiques devraient nous aider à apaiser les gens. Pour dire, on est malade, on peut attraper la maladie comme toute autre maladie et ne pas en mourir. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont guéris. Le nombre de guéris est plus important que le nombre de ceux qui sont décédés. Paix à l'âme de ceux qui sont décédés. Mais c'est ça aussi qu'il faut dire aux gens. La maladie n'est pas tellement mortelle qu'on veut nous mettre dans la tête. D'accord. Merci. André et Jeanne Ilboudou, on va évoluer toujours sur ce même chapitre du Covid-19 parce qu'il y a des questions qui sous-tendent. Aujourd'hui, il y a la question, par exemple, de l'éducation qui se pose dans le cadre, bien sûr, de la reprise de certains nombres d'activités, marché, yard, etc. Alors, la question de l'éducation se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut ouvrir l'école, comme on a entendu dire que c'est le 28 avril, même si quelque part officiellement ce n'est pas la date retenue, mais il est clair que l'idée de reprendre les cours, les classes, en tout cas fait son bonhomme de chemin. Et les syndicats estiment qu'il faut d'abord régler les problèmes corporatistes. Et les parents d'élèves estiment qu'il faut attendre l'après-maladie. Mais le gouvernement estime qu'il y a des mesures à prendre, il y a des cache-nez à payer, il y a aussi des gels à partager dans les écoles. André Génividou. Non, quand vous chutez sur ça, moi je ne voudrais pas croire que le problème du Covid va s'articuler autour de 3 milliards de masques et 2 milliards de savons à distribuer aux gens. J'estime que c'est plus important que ça. Et qu'on ne nous fasse pas croire que c'est ça qui est important. Mais, vous savez, je ne sais pas si ceux qui parlent de la reprise de l'école avec ces mesures-là ont tenu une classe de 40 bambins. Je ne sais pas s'ils ont déjà été maîtres ou bien professeurs dans une classe de 40 élèves, 60 élèves. Vous imaginez un professeur qui porte un masque pour parler à une classe de 120 élèves? Vous imaginez 120 élèves qui portent des masques dans une classe et qui doivent répondre à des questions du professeur? Vous imaginez une école où vous avez 2000 élèves qui arrivent entre 6h30 et 7h du matin, se laver les mains à la porte avant de rentrer? Qui paye cette eau? Comment vous organisez les élèves pour qu'ils puissent se laver les mains? Non, il y a des questions très pratiques qu'on ne peut pas résoudre simplement en allant à l'école comme ça. Et je crois qu'il faut écouter les praticiens. Moi, je n'ai rien contre les bureaucrates, les administrateurs. Hein. Mais je termine en disant, dans une école, les instructions officielles imposent aux responsables d'école. Si vous avez un enfant dans votre école qui a une maladie contagieuse, vous le mettez en quarantaine. Si vous avez un enfant qui a des oreillons, une maladie qui est bénie, que nous tous nous avons attrapé à l'école. Si vous avez la varicelle, que nous tous nous avons attrapé à l'école, le maître est obligé de mettre cet enfant en quarantaine jusqu'à ce qu'il revienne avec un certificat de non-contagion signé par un médecin pour qu'il puisse réintégrer la classe. Ici, vous tapez le tam-tam pour amener les enfants à l'école pendant qu'on n'est pas sûr que la maladie est finie. Je crois que, moi, ceux qui ont eu le marché des masques, ceux qui ont eu le marché du savon, c'est bien pour eux. Hein. Mais moi, je dirais, on ne peut pas prendre un risque pour contaminer les enfants des autres. Parce que si un enfant en meurt, qui porte l'entière responsabilité? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est le directeur? Est-ce que c'est le fondateur? Ou bien est-ce que l'État? Moi, je pose la question, si on contamine un enfant à l'école et qu'il en meurt, qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le ministre fait? Je pense qu'il y a des questions fondamentales que l'on se pose. La question aussi, c'est comment on rattrape cette année? Non, comment l'année ne se perd pas? Les enfants qui doivent faire les classes d'examen. D'ailleurs, il y en a qui ont proposé de reprendre uniquement au niveau des classes d'examen. J'ai toujours dit, vous savez, je parle toujours de l'affiche de l'UNICEF, qui posait la question à une jeune fille, que veux-tu devenir quand tu seras grande? Et on attend la réponse. L'enfant dit, je vais être vivante. Si vous avez des enfants qui ne sont pas vivants, à quoi sert un diplôme à un cadavre?
J'ai dit, c'est vrai qu'on spécule beaucoup sur les diplômes, sur les classes supérieures, mais c'est parce que nos enfants sont vivants que l'on parle de passer en classe supérieure si l'enfant meurt. Sa classe est arrêtée et toutes les classes même sont arrêtées. J'ai dit, pour moi, un enfant vivant, même sans diplôme, est plus important. Alors, mais d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Une année blanche ou qu'est-ce qu'il faut? Quand le président prend la décision de ce qu'il veut faire avec les enfants des Burkinabés, nous amènerons nos propositions. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on veut faire. D'accord. En fait, juste avec les développements des aspects pratiques vraiment que André Jeune vient de démontrer, scientifiquement aussi, il est prouvé que les enfants sont des porteurs asymptomatiques. Ça veut dire quoi? Que les enfants peuvent être malades, mais ne doivent pas les symptômes. Bon, or, vous savez très bien qu'un enfant, quand il repart dans sa famille, il est en contact avec tout le monde, y compris les grands-parents, les parents ou la maman qui viennent les déposer le matin. Je pense que je n'ose pas croire que dans le contexte actuel, c'est vraiment un grand risque. Hein. C'est vraiment un grand risque. Les enfants aujourd'hui de plus en plus développent des crises d'asthme. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment pas du tout. Maintenant, quant à la question du calendrier, je pense que c'est un problème d'intérêt en fait général qui nécessite que toutes les parties prenantes se retrouvent pour décider. Une seule personne, ne serait-ce peut-être même le ministre, ne peut pas avec son cabinet décider, puisque là c'est quand même un enjeu quand même national. Inoussa Ouedraogo, et les syndicats dans cette question, il y a le rôle aussi des syndicats. Les syndicats estiment qu'il y a eu des coupures abusives des salaires, donc il faut d'abord parler de ces salaires, les rembourser, avant même de pouvoir d'abord poser le problème de la reprise de l'école. Bon, les syndicats sont dans leur droit de revendiquer qu'on puisse rembourser les salaires qui ont été coupés avant de reprendre les cours. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce que le gouvernement va prêter une oreille attentive? On ne sait pas, on attendra de voir ce que ça va donner. Mais pour aller dans le sens de l'ouverture des classes, je pense effectivement qu'à un moment donné, il faut poser le débat en termes de contradiction principale et de contradiction secondaire. C'est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est fondamental pour nous? Est-ce qu'il s'agit de sauver la vie des enfants ou est-ce qu'il s'agit coûte que coûte de leur donner des cours ou, je ne sais pas, de leur apprendre des choses? Je pense que sereinement, il faut poser le débat sans précipitation, de façon sereine, en discutant avec les parents d'élèves, en discutant également avec les partenaires sociaux. Quelle est donc disons, la contradiction majeure ici? La contradiction majeure, je l'ai dit, c'est des questions de santé. D'accord. Il s'agit pour nous aujourd'hui de voir est-ce qu'en ouvrant les classes, on a pris toutes les mesures pour garantir un minimum de sécurité aux enfants. Et Jean Ilboudo l'a dit, lui qui est un spécialiste de l'éducation, il a posé des questions pratiques. Est-ce que ce sont des questions résolues? À mon avis, c'est ce qui est fondamental. Si on va jusqu'à fermer des marchés, si le gouvernement lui-même, par moment, n'a pas pu tenir le Conseil des ministres à cause de cette maladie... Et l'Assemblée nationale qui fonctionne à moitié. L'administration qui fonctionne vraiment au ralenti, je ne sais pas comment on peut prendre la responsabilité de regrouper encore les enfants, surtout que, comme il l'a dit, nous étions tous enfants, il arrive qu'un seul bonbon, les enfants se le partagent. C'est ça. Je suce, j'ai fini, je donne à mon camarade, il suce, ainsi de suite. Les sachets de bissap, c'est la même chose. Je bois mon bissap, mon camarade est là, il veut, je lui donne. C'est ça aussi l'enfance. Est-ce que nous sommes sûrs que nous pouvons éviter tout ça aux enfants? Je ne suis pas sûr. Donc, le plus important, c'est de s'assurer qu'il y ait un minimum de précautions. Et je pense même que les enfants doivent être les derniers qu'on amène sur le terrain du risque. Les adultes peuvent commencer à travailler, ainsi de suite. On voit un peu comment ça fonctionne. Quand on est sûr que tout est correct, on peut maintenant prendre le risque de dire, bon, maintenant là, on a suffisamment de trucs, et puis bon, sinon, à quoi sert de mettre en danger la vie des enfants pour sauver l'année? Quelle année? Dans tous les cas, ce ne serait pas la première fois qu'on ait décrété une année blanche si on allait y arriver, et ce n'est pas non plus la fin du monde. Si, pour des raisons évidentes, on ne peut pas aller à l'école, l'année prochaine, on ira à l'école. Moi, je voudrais dire, si vous me permettez de me rebondir... Il y a un aspect aussi qui est important. Il y en a qui proposent, par exemple, le téléenseignement.
qui estiment qu'on peut à distance. Il y a même des enseignants spécialistes de la question qui même sont prêts aussi à donner techniquement la possibilité de le faire. Bon, moi, je voudrais demeurer poli. Je voudrais demeurer poli, mais je dirais que c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Malheureusement ou heureusement, même dans nos propres écoles, au regard de ce que les enfants font avec les téléphones, où ils viennent en classe et ils écoutent la musique pendant que le professeur donne cours, il y a des établissements qui sont très catégoriques et qui interdisent même le téléphone à l'école. Parce qu'on ne sait ce que les enfants font. Les enfants sont plus préoccupés par le jeu que par écouter. Mais enfin, cela dit, mais je voulais appuyer sur ce que Inoussa a dit, de ramener en dernier ressort nos enfants sur le terrain du risque. Vous savez, à l'école, nous parlons de valeurs. Et il y a des valeurs que nous essayons d'inculquer à nos enfants. Nous disons à nos enfants, les valeurs humaines, quand il y a un danger qui se présente, on met les femmes, les vieillards et les enfants à l'abri. Et on ferme les portes. Et ce sont les personnes valeureuses, valides, qui vont affronter le danger. Et qui s'assurent que le danger est parti avant de venir ouvrir la porte pour que les femmes, les enfants et les vieilles personnes sortent. Dans ce cas-là, comme il a si bien dit, on ne peut pas amener nos enfants à aller tester le danger. D'accord. Alors, Ali, c'est cette question, si sur le téléenseignement également. Bon, le téléenseignement, je pense que le gouvernement est en train de tâter toutes les pistes pour voir quelle solution, parce qu'ils tiennent absolument à sauvegarder une année. Ça me fait rigoler, parce que Eugène l'a bien développé, Inoussa a dit quelque chose d'extraordinaire. Ce ne sont pas les enfants qu'on envoie tester le danger. Les enfants viennent quand le danger n'y est pas. Et ça, je le remercie pour cette belle expression que je vais pouvoir utiliser prochainement. Ceci étant, quand on parle de reprendre l'enseignement, en fait, c'est des rigolos qui disent ça. Prenez l'université de Ouagadougou. Mais l'année est en accordéon. Les amis sont enchevêtrés. Personne n'en parle. Et maintenant qu'il y a le Covid, on sort, on nous dit non, forcément, il faut qu'on reprenne l'école. La semaine dernière, cette question a été posée. Et j'ai dit, le ministre Ouaro est très intelligent. Malheureusement, souvent, il n'arrive pas à avoir une capacité à s'élever. Il est toujours dans les chiffres. J'ai ouvert les écoles. C'est comme les enfants au nord là-bas. On les a ramassés pour aller faire des cours et tout. Et puis après, les enfants ont sauté sur une mine. Bon. Et puis on dit, c'est comme ça, on est en guerre, on ne peut rien. C'est la même question qui se pose aujourd'hui. Quand on ouvre l'école pour des enfants, on doit s'assurer effectivement que les enfants sont dans de bonnes conditions de pression, de température. Les enfants, moi je discutais avec un enseignant hier, il m'a dit, lui, il a dans sa classe, c'était un enseignant qui enseigne mon fils, hein. Il était venu le voir parce qu'il a donné des exercices de maison, donc il était passé voir si l'enfant avait fait des exercices. Alors moi j'ai profité, j'ai discuté avec lui, j'ai dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Les masques et tout ça. Il dit bon, monsieur Compaoré, vous imaginez que quand je donne les cours et j'ai un masque, les enfants aussi ont des masques. Il y a des enfants, quand vous enseignez, par votre regard déjà, vous n'avez pas besoin de parler. Il est en train de discuter, il est en train de faire quelque chose. Quand vous faites ça, il comprend rapidement et puis c'est chaud. Il y a des enfants, quand tu les regardes, tu peux savoir déjà qu'est-ce qui se passe. Mais si nous tous nous sommes masqués, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question pratique. Le réflexe. Le réflexe et tout, c'est une question pratique. Il dit, lui, il pense plutôt qu'il faut qu'on travaille à minimiser les risques avant d'envoyer des enfants à l'école. La question de l'école télévisuelle, moi j'ai fait l'école télévisuelle, je connais. L'école télévisuelle, je connais. Il y a des spécialistes pour l'enseignement, mais est-ce qu'on a le matériel, les programmes, les ceci, les cela? Est-ce que vous êtes sûr que dans toutes les familles, il y a la télévision? Encore que l'école télévisuelle dont il est question qu'on a connue, ce n'est pas dans les familles. Les gens familles. sont à l'école et c'est des lieux qu'on enseigne dans les classes. Est-ce que nous avons les infrastructures? Est-ce que toutes les familles ont une télévision? Bon, comment on fait? Moi, je pense qu'il y a un problème auquel le Burkina Faso fait face. Et devant ce problème, on a des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de ce problème et ils tâtonnent leur solution. Ils tâtonnent leur solution. Et ça, c'est un gros souci. Il faut qu'on revienne. Je termine pour dire que sur ce même plateau, on avait dit que le gouvernement, face à cette situation, devait pouvoir organiser une espèce de rencontre avec tous les acteurs de l'enseignement.
d'autres personnes, pour qu'ensemble, ces gens-là réfléchissent sur comment faire pour que, évidemment, quand le gouvernement parle de tenir l'école, ce n'est pas faux aussi dans le fond. Il ne faut pas jeter ça comme cela. Ce n'est pas faux dans le fond. Mais si le gouvernement prend le temps de discuter avec des enseignants, même certaines personnes qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ont enseigné, il faut les appeler pour dire, bon, écoutez, voilà la solution, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement et les partenaires sociaux de l'éducation. Non, le gouvernement... Pas, parce que le préalable là-bas, c'est qu'il oui, non, faut mais payer parce que, d'abord non, oui, mais parce que c'est un gouvernement, effectivement, qui bande les muscles chaque fois. Alors que quelquefois, il suffit de discuter. Si vous bandez les muscles chaque fois, vous ne pouvez pas trouver les solutions. Merci, Ali. Si l'argument principal avancé par le gouvernement, c'est de sauver l'année, moi je suis vraiment étonné, surtout venant de la part d'un scientifique comme Ouaro, parce qu'il sait que les virus ont une durée de vie qui ne peut pas dépasser une certaine limite dans le temps. Tout au plus, ce virus-là, il ne va pas dépasser plus de 3 mois quand vous écoutez les scientifiques. Donc, c'est pas parce qu'on aurait mis les enfants en congé anticipé 3 mois qu'on va perdre une année. Donc, je suis vraiment étonné. Je trouve que ce n'est pas un argument qui peut tenir. Donc, c'est la solution de l'anticipation des vacances. Certainement. André, très rapidement, on va y non, moi, je voulais dire d'abord, pour la question des syndicalistes, des syndicats, oui. Est-ce que si aujourd'hui, le gouvernement disait non seulement on vous rembourse tout l'argent qu'on a coupé, mais on vous donne 6 mois même de salaire en plus gratuitement, et qu'on ouvre l'école demain, est-ce que le premier syndicaliste qui a pris cet argent enverra son enfant à l'école dans ces conditions? Non, les syndicalistes disent d'abord, avant même de parler de la reprise ou pas, toute question concernant l'école, il faut d'abord payer l'argent qui a été coupé. C'est ça non, je comprends les syndicalistes, hein, c'est une question d'opportunité. Hein. Ils ont devant eux quelque chose qu'ils tiennent, et donc, bon, ils tiennent... Mais la question que je pose est fondamentale. D'accord. Et ils tiennent le bon bout. Merci. On évolue un peu quand même. Hein. Ok, d'accord. Ouverture pour ouverture, la question du marché de Roroko. On a vu la mairie de Ouagadougou, donc ça c'est vraiment au niveau de la mairie de Ouagadougou, qui a décidé de l'ouverture de ce marché-là le 20, donc disons lundi, demain. On est aujourd'hui dimanche, donc lundi, demain, le marché va ouvrir. La question est là, est-ce qu'on est sûr que toutes les dispositions seront prises, qu'il y aura un respect, une discipline dans ce marché-là qu'on connaît tous? Est-ce que cela ne va pas également enclencher un phénomène de reprise tout azimut des activités, des transports et même des lieux de prière, de culte, etc. Younoussa Ouedraogo. En tout cas, il y a des risques, évidemment. Je ne sais pas sur quelle base la mairie de Ouagadougou a décidé de l'ouverture du marché de Rodoko, mais il y a évidemment des risques, aussi bien pour les commerçants eux-mêmes que pour les clients. Est-ce qu'ils ont pris toutes les mesures? Est-ce qu'ils ont écouté suffisamment les scientifiques? Parce que malheureusement, le débat tel qu'il est posé actuellement dans notre pays, on a l'impression que c'est simplement une affaire de politique. Et on a l'impression que bon, c'est des décisions politiques simplement qu'il faut prendre. Alors que je pense que les praticiens de la santé ont leur mot à dire. C'est eux que nous devons écouter. Et j'espère vraiment que c'est eux que les hommes politiques écoutent et qui ne déroulent pas un agenda politique. Si ce sont les agents de santé, si ce sont les spécialistes de santé qui disent que, au regard de l'évolution de la maladie, on peut sans grand risque ouvrir les marchés, alors tant mieux. Mais si c'est parce qu'on veut contenter des individus, qu'on veut contenter des personnes qui, bien évidemment, vivent de quelque chose, alors là, il y a risque. Maintenant, la question n'a pas été suffisamment éclaircie par les hommes politiques qui ont pris la décision, et c'est là que c'est inquiétant. Mais si l'objectif vraiment, et si la décision a été prise en accord avec les spécialistes de santé, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais... On n'a pas cette certitude non plus que la question... Ce qui est sûr, il y a eu des échanges entre le maire qui a même fait des tournées, dit-on, de simulation dans les marchés et tout. Mais on n'a pas vu vraiment une réponse vraiment concrète, une organisation concrète de la question. Ce sont les organisations des marchés, les chambres de commerce, le patronat, qui sont eux-mêmes favorables à cette ouverture-là, qui discutent avec la mairie pour pouvoir arriver à cette décision-là. Bon, la question du marché, ça ressemble un peu aussi à la question de l'école, sauf qu'au marché, ce sont des grandes personnes qui sont les principaux acteurs de cette question.
Mais évidemment, Inoussa a déjà posé les meilleures questions autour de cette affaire. Ça veut dire quoi? Le marché de Ouagadougou, c'est Rodouoko, c'est le plus grand marché de Burkina Faso. Là-bas, tout le monde s'y retrouve, tout le monde va. Est-ce qu'on a pris suffisamment les mesures pour que Rodouoko ne soit pas le lieu où la maladie va s'étendre davantage dans le pays? Maintenant, si ce n'a pas été fait, mais parce que pour une question d'agenda, parce qu'il faut regarder les partis politiques, c'est toujours organisé comme ça, il y a toujours un responsable des marchés, voilà. Donc, si on a écouté ces responsables qui ont dit non, nous, il faut que vous nous ouvrez le marché parce que, sinon, bon, et puis on veut ouvrir le marché parce que, effectivement, il y a des échanges électoraux qui s'approchent dans notre pays et on ne veut pas perdre un électorat important. Si c'est pour ça, ça va être un gros problème. Parce qu'en même temps qu'on ouvre Rodouoko, je crains qu'on ouvre les autres petits marchés par cascade. Parce que le petit commerçant qui a Karpala, et qui a Benoro, qui a Sondro, qui est par-ci, par-là, lui aussi, il voudra bien qu'on ouvre son marché pour qu'il fasse. Et il n'y a pas que parce que les marchés, quand on ouvre des marchés, il faut bien se déplacer parce que les marchés sont sont interconnectés. Oui. Les marchés sont interconnectés. Donc les transports, il faut qu'on remette les transports en marche, il faut qu'on ouvre les restaurants, il faut qu'on permette aux gens de sortir, d'aller dans les marchés. Alors quand on ouvre Rodouoko, on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 50 personnes. Donc quand on ouvre Rodouoko, c'est combien de personnes qui y vont? Donc je pense, et je reviens toujours à ce que je dis toujours, il n'y a pas de réflexion avant de prendre les décisions. Les gens, j'ai l'impression qu'ils écoutent la rue, ils écoutent comme ça, et puis ils prennent les décisions, et puis maintenant, au fur et à mesure, ils courent pour tenter. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. On réfléchit d'abord, et puis ensuite, on prend les décisions. Alors, je vais te donner quelques informations prises sur la page officielle de la mairie. Il ressort que le responsable de la capitale, donc le maire, a fait, en tout cas, a annoncé aux différents responsables de l'économie, acteurs de l'économie, des mesures qui ont été prises. Il s'agit de l'effectivité du tracé des lignes rouges, lignes de sécurité, la réinstallation des installés anarchiques dans d'autres marchés, la multiplication des poubelles dans le marché, le renforcement du service de sécurité dans les marchés, la mise à disposition des espaces de lave-mains, l'installation de vidéosurveillance et le déploiement des jeunes volontaires pour la sensibilisation des commerçants et des clients dans le marché. Non, d'abord, ce qu'il faut dire, peut-être à la décharge du maire, c'est qu'il a en face de lui des rouleaux compresseurs que lui-même, face à laquelle il ne peut pas rester. Le marché, c'est un marché de la tradition. Ce n'est pas le marché du maire d'Ouagadougou. Le marché n'appartient pas au maire d'Ouagadougou. Le Rodouoko n'appartient pas au maire d'Ouagadougou, même si c'est lui qui le gère, selon la tradition. Et vous savez que dans la tradition, quand on ferme un marché, il y a beaucoup de symboles. Et donc, les gens ne vont pas se taire pour ça. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, il est en face de lui d'un grand lobby puissant financier. Et vous savez que ceux qui tiennent le monde, ce sont l'économie. Donc, il a en face de lui des gens qui roulent un rouleau compresseur auquel lui-même, il ne peut pas résister. Mais cela dit, j'ai lu... Ça voudrait dire que le maire, il fait ouvrir le marché sous la pression. Exactement. Et il ne peut rien contre ça. C'est qu'en face de lui, s'il refuse d'ouvrir le marché, c'est lui-même qui va être ouvert. Ce que je voulais ajouter, c'est que ceux qui connaissent Ouagadougou, moi je vais au marché. Ali disait qu'il y a des gens qui n'y vont pas, mais moi j'y vais. Ceux qui ont suivi le marché même depuis la construction, ils n'ont qu'à demander à M. Simon Comporé. Il avait organisé le marché de telle sorte que la circulation même puisse être fluide. Voilà. Allez-y au marché et prenez la route du côté sud. Sur la route même, les véhicules sont garés. Et c'est sur le trottoir que les véhicules circulent maintenant. Comment vous pouvez organiser un marché pareil pour des lignes rouges? Les lignes rouges me rappellent celles de Simon. Mais le maire dit qu'il va réinstaller les installés anarchiques dans d'autres marchés. Vous savez, les anarchiques, là, ils n'iront nulle part. À moins que vous mettiez tous les bataillons du Burkina au marché pour suivre chaque personne pour dire tu rentreras pas. De toutes les façons, moi, je lui souhaite beaucoup de courage. Hein. Mais dans une semaine, on ira faire un reportage et on va voir. Il y aura encore le bazar et le bordel à Rodouoko comme tout le monde l'a connu. Parce que ceux qui y vont, ce ne sont pas des gens... On vous parle d'une discipline pour sauver votre vie. Les gens disent, laissez-nous aller mourir. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là?
D'accord. Évariste Concebo, les mesures qui sont prises sont des mesures qui ne semblent pas être des mesures d'urgence, des mesures pour vraiment contre le Covid, parce que réinstaller des installations anarchiques, est-ce que ça peut vraiment se faire du jour au lendemain pour qu'on puisse avoir un climat qui est serein? Parce qu'on entend dire que toutes les organisations ne semblent pas contentes parce qu'elles n'ont pas participé à ces prises de décision. Est-ce que ce marché-là va réellement s'ouvrir dans la sérénité? Vous savez, ça m'a fait un peu, j'écoutais un peu, parce que le marché, je fais partie d'une équipe qui a fait un recensement des occupants en 1995 pour le compte de la Chambre de commerce. Quand j'ai entendu le terme anarchique, j'ai sursauté. C'est vrai, il y a des installés réguliers, ceux qui ont des étals et des boutiques, mais il y a aussi des gens qui sont dans les couloirs. Mais le problème, c'est que ces gens ont été régularisés, en fait. Ils payent des taxes, ils font des trucs, donc ils sont reconnus par la Chambre, la Direction générale du marché. Donc venir parler d'anarchique, ça m'a d'abord fait un peu sourire. Bon, mais maintenant, le problème ne se situe pas à ce niveau. Moi, contrairement aux autres, moi, je connais le marché d'Antokpoa qui est au Bénin. Il fait 2 fois plus que celui Rodoko. Je ne pense pas qu'il a été fermé. Il fonctionne. C'est le même contexte, c'est les mêmes réalités. Est-ce qu'il n'y a pas plus de discipline au Bénin qu'ici? De façon générale, c'est le même contexte sociologique et autres tout. J'ai fait les 2 marchés, je connais très bien. Oui, en temps normal. Mais bon non, en fait, c'est le problème des Burkinabés. Souvent, il faut aussi les regarder. Qu'est-ce que les autres font? Comment ils font? Mais quand on ramène, je ne suis pas sûr que malgré le fait que ce marché au Bénin ne soit pas fermé, occasionne plus des statistiques sont plus macabres qu'ici. Je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai. Moi, on me parle d'agenda économique, mais ça me fait sourire. N'importe lequel politicien qui serait à la manœuvre actuellement ne pourrait pas, comme André Jeune l'a dit, je dis bien n'importe lequel. C'est une pression qu'aucun politicien ne peut supporter. Donc, il faut laisser faire. Non, je ne dis pas qu'il faut laisser faire. Là où il y a l'intelligence de la gouvernance, c'est ça. Et c'est ce qui leur manque, c'est ça. Il faut travailler avec toutes les parties prenantes, exposer les enjeux. Oui, c'est ça. On est dans une gouvernance où les gens manquent d'intelligence. C'est ça l'intelligence. Gouverner, c'est ça. Comment on fait? C'est ça. Et il faut associer, commencer déjà à dire qu'il faut délocaliser les anarchiques. Moi, s'il arrive à le faire, moi, je serais le premier à aller le féliciter. Parce que je sais qu'il ne pourrait pas. Non, donc, il faut être réaliste, quoi, en fait, quelque part. Mais d'un autre côté, il faut que nous soyons réalistes aussi. Nous n'avons pas les moyens. Ces gens-là, ils vivent au jour le jour. Il y a des gens, s'ils ne sortent pas, ils n'ont rien à manger chez eux. C'est une réalité. Très rapidement, le lien entre ce marché et les autres secteurs d'activité, notamment les transports, les lieux du culte. Je ne trahis pas un secret, mais apparemment, les organisations des transporteurs aussi ont des rencontres la semaine qui vient. Alors, donc, est-ce que ça voudrait dire que ici, la gestion du Covid, en tout cas, va échapper? Non, ça va échapper du contrôle. Par exemple, vous avez parlé des transporteurs. Mais vous savez qu'ils ont été mis au chômage technique. Ça veut dire quoi? Il y a des pères de famille qui n'auront pas de salaire. Oui. Qui va aller suppléer à leurs besoins? Ça, ce sont des réalités. Bon, je voulais ajouter quelque chose. Évariste a dit quelque chose de très important en prenant l'exemple sur le Bénin. Moi, chaque fois, je dis, les gens ne réfléchissent pas avant de prendre des décisions. Ils prennent les décisions et puis après, ils veulent essayer de rectifier. Ça veut dire quoi? Le président béninois a dit, dès le départ, je n'ai pas les moyens de confiner. Il l'a dit. Ça veut dire, nous, c'est quoi? On s'est levé au pif comme ça, on a fermé Rodoko. Après, on se rend compte qu'il y a un gros souci à fermer Rodoko. On refait un rétro-pédalage, on veut rouvrir Rodoko. Mais en ouvrant Rodoko, je réponds à votre question en même temps, il va falloir que les taxis qu'on avait garés, qu'on leur permette de circuler. Le confinement de Ouagadougou, il faut lever le confinement parce que Ouagadougou, la quarantaine, il faut lever parce que les oignons, les tomates, ceci, cela qui sont vendus sur les marchés ne sont pas produits dans la grande majorité à Ouagadougou. Les transporteurs dont vous parlez là, il faut lever tout. Donc finalement, lorsque le verrou Rodoko va sauter, tout ce que le gouvernement a pris comme décision, comme patati, comme patata, saute immédiatement. Et cela vient me conforter parce que j'ai toujours dit que ce sont des gens techniquement incompétents et politiquement irresponsables qui sont à la tête de notre État et ils nous conduisent toujours dans le bordel, dans la merde.
On va continuer avec des mots un peu plus choses. Alors, on continue. Non. On aura l'occasion. Non, pour le marché, je voulais dire quelque chose simplement de très simple. Je crois que le marché ici est perçu comme deux acteurs. Il y a un qui vend et un qui achète. Et c'est perçu comme ça. Or, un marché est plus que ça. C'est le marché, c'est là où on échange les nouvelles, c'est là où, etc., on fait les projets, etc. Ça veut dire que quand vous ouvrez le marché, comme il a si bien dit, même il faut que la vendeuse de l'eau, en ce temps de canicule-là, puisse avoir son Merci André Genoudo. Il y a deux derniers points sur lesquels je veux qu'on intervienne. Un point, il est d'ordre de coopération. On a vu 12 experts chinois qui sont venus donc au Burkina, qui sont arrivés pour intervenir dans le cadre, on dit appuyer donc les médecins burkinabés dans le cadre de cette riposte-là. Et ça fait quand même aussi beaucoup de commentaires. Les Burkinabés s'interrogent sur la qualité donc, de cette expertise, comment ils vont travailler, est-ce qu'ils seront à la remorque de nos médecins ou c'est eux qui vont venir prendre les choses, le guidon pour conduire. Est-ce que cela est connu de l'ordre des médecins? Est-ce que cela est connu de la commission santé de l'Assemblée nationale? Autant de questions, Évariste Concebo. Non, c'est dommage. C'est quand le politique se mêle là où il ne doit pas se mêler. C'est ça, parce que ça, apparemment, je ne sais pas. D'abord, quand on m'a dit que c'était pour partager une expérience, ça m'a fait sourire. Parce que tout le monde sait que dans le monde entier, les Chinois ne partagent aucune expérience. Les Chinois ne font aucun transfert de technologie. Ils se cachent, ils travaillent en vase clos. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont venir partager avec nos médecins? Ça, c'est la question que je me suis posée. Et là encore, je n'ose pas donner le fond de ma pensée, mais l'idée que peut-être qu'ils viennent parce que pour leurs intérêts, peut-être qu'ils veulent venir expérimenter ce qu'ils ont commencé. Nous aurons l'occasion d'aborder l'autre sujet plus bas. Mais ce genre de questions-là, je pense que c'est une décision politique certainement qui a dû être prise. Mais maintenant, est-ce qu'en prenant cette décision, on a associé la communauté des médecins, la communauté scientifique et tout? Ça, je le doute, mais les jours à venir nous éclairent. Pour certains, tant qu'on peut avoir de l'expertise venant d'ailleurs, etc., il faut les faire venir. Pour d'autres aussi, le Burkina n'a pas épuisé ses compétences. Le Burkina a des gens qui ont été dans des instances internationales en question maladie, qui sont disponibles, qui n'ont pas été utilisés. Nos médecins ne manquent pas d'expertise, mais manquent peut-être de moyens techniques, etc., des réanimateurs, etc., un ensemble de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, la venue de ces Chinois ne froisse pas un peu nos médecins burkinabés, nos experts burkinabés? Bon, je ne vois pas en quoi ça va froisser de prime abord. Moi, je suis journaliste, je fais mon travail. Pour une raison ou pour une autre, on envoie d'autres journalistes d'ailleurs pour qu'on s'associe pour faire le travail. De prime abord, je dis bien, il n'y a pas de problème. Et à ma connaissance aussi, ce n'est pas non plus la première fois que des médecins d'autres pays viennent en secours à des pays qui sont en difficulté. On a vu des médecins cubains au Burkina dans le cadre de la coopération. Il y a combien d'années de cela? Il y a combien d'années en ce moment-là? Quelle était la capacité du Burkina en termes de médecine? Excusez-moi, parce que ça c'est pernicieux, parce que les médecins cubains n'ont pas été soupçonnés d'avoir été à l'origine d'un quelconque virus. Là, ça pose bien. Ça, il faut bien le contexte. Permettez-moi de finir ma pensée. Tout à fait. Voilà. Et soyons sereins, restons sereins. On a vu des médecins venir d'ailleurs. Ça n'a pas posé de problème. Je pense qu'on a vu des médecins chinois également dans d'autres pays plus développés. Là n'est pas le problème. Mais je pense que ces médecins chinois-là ne sont pas venus d'eux-mêmes. Il y a certainement eu une demande. Ils sont venus également avec du matériel. On n'a pas rejeté leur matériel. Quand des Chinois sont venus pour nous construire des hôpitaux, on n'a pas rejeté. Est-ce que vous voulez me convaincre aujourd'hui que le Burkina a suffisamment de médecins au point de se passer de l'aide? Non. Pour moi, le plus important, c'est de canaliser l'aide, de faire en sorte que cette aide-là nous soit utile, de faire en sorte que, s'il y a des expériences à partager, que ce soit partagé. Il s'agit de faire en sorte que ces médecins-là travaillent en étroite collaboration avec nos médecins. Je ne pense pas qu'ils viendront supplanter nos médecins et qu'on mettra de côté nos spécialistes pour ne s'en tenir qu'à des médecins chinois. Non. Je pense que le débat ne se pose pas en ces termes. Pour moi, le plus important, c'est de faire en sorte que cette aide
qui vient de l'extérieur là nous profite au maximum et que cela nous serve également d'enseignement et surtout que nous puissions tirer aussi de la graine s'il y a graine à tirer. Parce que la Chine a vécu le problème et si on estime que c'est eux qui ont fabriqué le virus, mais c'est une raison supplémentaire de les laisser venir, puisque c'est vous qui avez fabriqué le virus, alors venez Nous contaminer. tuer le virus. Donc pour moi, le problème... disons, s'ils l'ont fabriqué, pour parler comme ça, ils ne l'ont pas fabriqué officiellement, c'est ça. Voilà. S'ils l'ont fabriqué, pourquoi chez eux il y a eu autant de morts connus au monde s'ils l'ont fabriqué au Monsieur Loukman, est-ce que si vous êtes malade aujourd'hui, je ne le souhaite pas, et que vous avez en face de vous un médecin chinois pour vous traiter, vous le refuserez? Pour moi, le débat se pose de façon pratique. Aujourd'hui, l'hôpital de Tengandogo qui reçoit les malades, là, c'est des Chinois qui l'ont construit. Il y a du matériel chinois là-bas. Les Taïwanais. C'est des Chinois ou pas les Taïwanais? D'accord, merci. Moi, je voulais... Non, oui, André, permettez-moi de terminer. Donc, très rapidement, je vais terminer en disant que on peut soupçonner tout. On peut ne pas être d'accord avec certaines choses. Mais la réalité est là qu'aujourd'hui, nous sommes débordés. Nous n'avons pas été préparés à cette maladie-là. Nous avons un système de santé déjà désuet, avant même que la maladie n'arrive. Et face à cette situation, je pense que le plus important, c'est vraiment de faire en sorte que ces Chinois-là travaillent sous la coupe aussi des spécialistes burkinabés et que surtout, ils puissent transférer les compétences. D'accord. André Génioudo, ils sont là, ils semblent-ils, pour 2 semaines. Le Burkina est un pays souverain. On pense que la commission santé de l'Assemblée nationale, l'ordre des médecins, devrait être impliquée d'une certaine façon, parce que c'est une gouvernance qui a besoin aussi de transparence. Mais on a vu que quand les Chinois sont arrivés, même le bouquet de fleurs a été donné par des mains chinoises. Non, je crois qu'il faut dire quelque chose à la décharge des Chinois. La première des choses, c'est que nous avons un hôpital à Koudou qui s'appelle l'hôtel de l'amitié, qui est construit par les Chinois et géré par les Chinois. Donc, ce n'est pas la première fois que les Chinois viennent. Ce que la plupart des gens demandent, parce que j'ai suivi aussi, nous avons tous suivi, à l'honneur du professeur Charlemagne Ouedraogo, quand il était le président de l'ordre des médecins, il faisait la guerre contre les faux médecins. Oui. Et tous les médecins sont inscrits à l'ordre avec un numéro. Quand un médecin te traite et qu'il te met ton tampon, vous pouvez regarder, il y a son numéro de l'ordre dedans. La question que je me pose, c'est est-ce que les Chinois qui se sont proposés de venir nous aider, ou bien c'est nous qui avons demandé l'expertise chinoise? Et j'aurais aimé que l'ordre des médecins, parce qu'ils sont bien organisés, nous disent leurs sentiments là-dessus. Ils ne vont jamais vous le donner. Oh, oui, parce que c'est une question technique. Politique, donc, là. oui, c'est-à-dire si l'ordre des médecins nous disent, oui, nous avons besoin d'eux, et voilà comment nous avons organisé, parce que ce dont on a peur, c'est que les Chinois viennent, pendant les 2 semaines, ils s'enferment dans leurs affaires, et fassent le travail, et qu'ils repartent, et qu'on n'en sait rien. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'éléments pour apprécier, mais si je l'analyse le passé, comment l'ordre des médecins a travaillé, j'aurais aimé que l'ordre des médecins nous dise aujourd'hui, les Chinois sont venus sous notre encadrement. Merci André. Ali, vraiment en 30 secondes, pour aller très vite, pour rattraper le temps. Alors les Chinois, ils sont là, ils vont travailler. Il y a des questions néanmoins qui se posent, et ce sont les mêmes questions qu'on se pose ici, très rapidement. Bon. Alors, je précise que ce n'est pas seulement le Burkina. Les Chinois sont arrivés au Niger, ils ont été mis en quarantaine. Ils ont fait la demande au Sénégal qui n'a pas accepté parce que le Sénégal a estimé qu'il a l'expertise qu'il faut. Au Nigeria, je pense également. Mais au Burkina, on les a acceptés, ils n'ont pas été mis en quarantaine. Bon, c'est connu, nous sommes débordés. Je ne pense pas que notre gouvernement ait la possibilité de dire non à qui que ce soit, n'importe quel charlatan. Je ne pense pas qu'on soit capable de dire non. On devait les mettre en quarantaine, effectivement, pour savoir qui ils sont. Parce que, comme on l'a dit, les Chinois sont au Burkina Faso depuis longtemps, mais on sait très bien que ce sont des gens qui travaillent en vase clos et qui ne partagent rien. Ils ont travaillé à l'hôpital de l'amitié à Koudougou, qu'ils ont construit, ils ont administré pendant longtemps, les gens sont allés là pour conclure et tout ça. Mais quand le Burkina Faso a rompu ses relations avec la Chine, on a vu ce qui s'est passé, qu'on ne pouvait plus rien utiliser là-bas.
Il y a le stade du 4 août qu'ils ont construit, tout le monde sait. Quand ils ont quitté le Burkina Faso, le tableau électronique, on ne savait même plus. Même tous les grands électroniciens du Burkina Faso sont passés. Ils n'ont vu que du feu. Non, ils ont changé, il paraît. Voilà, voilà, on a été obligé de remettre un autre tableau électronique là-bas. Donc, ce sont des gens qui ont aussi leur culture. La culture, je n'allais pas dire de la discrétion, mais du secret. Tout est secret chez eux. Voilà. Donc, c'est ce qui fait peur avec ces gens. Ils arrivent ici, on ne sait pas effectivement si ce sont véritablement des médecins, parce qu'on ne sait pas qui ils sont. C'est ça le gros souci. Maintenant, on a parlé des Cubains. Les Cubains, c'est une autre culture. Eux, c'est une autre culture. Ils arrivent dans des endroits, ils partagent avec les gens, ils vivent et tout. Maintenant, ce qu'il faut faire... Les Cubains datent quand même de peut-être 3 décennies. En ce moment, le Burkina n'avait pas fait ce bond en avant en matière d'expertise également. Aujourd'hui, il n'est pas question peut-être de rejeter l'offre des Chinois. C'est pas ce que je demande. Mais évidemment, il faut que les Chinois qui viennent, les 12 Chinois qui viennent, prennent attache avec les médecins burkinabés qui sont déjà sur le terrain et qu'on voit le protocole qu'ils proposent pour la guérison et qu'on sache réellement les médicaments, c'est quels médicaments ils donnent aux gens, parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent tester encore certains médicaments ici. Merci Ali, on va peut-être revenir sur ça, les soupçons qui pèsent un peu avec la déclaration de Luc Montagnier. On va avancer en politique très rapidement. Le président du Faso a réuni l'opposition politique et la majorité dans le cadre du dialogue politique, qui est déjà un cadre installé. Il était question d'élection. Rien n'a filtré pour le moment, mais il est question que les groupes se retrouvent les semaines à venir pour parler du calendrier électoral, mais également aussi parler de la situation aujourd'hui sanitaire. Entre autres, dans la sous-région ouest-africaine, donc les patrons donc, des instituts qui organisent les élections, donc disons des CENI, se sont retrouvés dans une conférence où il ressort de façon assez claire qu'il est difficile, ou peut-être qu'il faut revoir les dates des élections, il faut reporter certaines élections parce qu'avec la situation, il est peut-être difficile. Non, ce que vous dites là, je pense que c'est l'organe au niveau de la CEDEAO, compte tenu du contexte actuel. Mais pour revenir au contexte burkinabé, vous dites qu'il y a eu une rencontre. Moi, je dis que le président a convoqué tout simplement la classe politique, notamment les opposants. Il y a eu l'AMP, mais je pense qu'ils ont eu le temps de se concerter. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que voyez-vous pourquoi? Ça pêche un peu sur la forme et sur le fond. Nous, c'était peut-être la présence des gestionnaires de la CENI qui a peut-être fait penser que c'est des questions électorales. L'ordre du jour n'a pas été, je ne sais pas s'il y a eu un ordre du jour préalablement établi. Et le délai, voyez-vous, normalement, quand on concerte, on convoque un peu, ou du moins on veut se concerter avec l'opposition, on donne un délai pour qu'eux, à leur tour, ils s'organisent d'abord et ils échangent autour d'un ordre du jour très précis. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu ces préalables-là. Donc, si bien que, moi j'ai l'impression que c'est juste une prise de contact, à mon avis. C'est le mot le plus indiqué serait que le président a pris en fait contact avec donc la classe politique pour échanger sur des sujets. Maintenant, les jours à venir, nous dirons. Ah oui. Bon, néanmoins, c'est pas mal, non? Oui, c'est pas mal. Moi, j'ai toujours... On a vu le cas du Ghana, oui, le cas le cas du Bénin, où le président ou les présidents de ces pays-là ont réuni quand même la classe politique pour parler de la crise sanitaire. Non, c'est pas mal. Moi, j'ai toujours dit que le président devait consulter assez régulièrement son opposition sur un certain nombre de choses qui tiennent à la vie de la nation. Il le fait, dans des formes un peu comme la convocation à la Macron, il le fait comme ça. Bon, mais enfin, il l'a fait. Donc, c'est une prise de contact. Et les jours à venir, on va effectivement voir. Parce que, effectivement, le Burkina Faso, il y a beaucoup de dossiers qui méritent un consensus autour de ça. Il y a les élections. On parle du Covid à longueur de journée, mais le nord du Burkina Faso ne nous appartient pas. Il y a des morts tous les jours. Le cas de Djibo et tout ça, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la question des syndicats. On a vu le cas des magistrats avec l'État. Donc, il y a énormément de problèmes dans ce pays et que, c'est tout à fait normal que le chef de l'État convoque l'opposition et qu'ils en discutent. L'opposition et la majorité. L'opposition et la majorité qui discutent. Mais ce qui s'est passé, je crois, c'est hier ou avant-hier, il faut appeler ça déjà une prise de contact, c'est une mise en jambe, et que je pense que les jours à venir, les choses vont être les gens vont entrer dans le vif du sujet, et que ce qu'on doit souhaiter, c'est que ce soit un débat sérieux et franc.
il faut que l'opposition joue son rôle normalement, tout à fait. Ne pas aller là-bas pour faire des compromis ou des compromissions sur le dos du peuple. Je pense que le peuple sera très regardant et très vigilant sur cette affaire et que, à partir de cette discussion, on verra ce qu'on fera. Inoussa, le président a pris langue, donc, ou en tout cas a engagé un dialogue sur la question sanitaire, la question des élections, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut tenir des élections véritablement? Alors, en novembre, on est à 6 mois, on n'a pas fini d'enrôler les gens, on a stoppé, peut-être 1 mois maintenant aujourd'hui, on ne sait pas quand ça va recommencer. Les CNIB ne sont pas délivrés. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut organiser des élections qui soient des élections réellement démocratiques, transparentes, etc.? Pour moi, la question ne se pose même pas d'abord en ces termes. Maintenant, les gens, comme je l'ai toujours dit, n'ont pas les mêmes agendas. Si cette rencontre entre hommes politiques avait pour objectif de réfléchir à comment ensemble on peut faire face aux préoccupations qui nous assaillent aujourd'hui, à savoir le Covid-19, le terrorisme, moi j'aurais applaudi. Mais si l'objectif c'est de se retrouver pour voir comment organiser les prochaines élections, là il y a un problème pour moi. Non, il faut préciser que le chef de l'État leur a confié un ensemble de thématiques à discuter, à réfléchir et à lui faire un retour. Il s'agit notamment de la crise sanitaire, donc du Covid. Il s'agit aussi des élections. En tout cas, pour ce que je sais, les 2 sujets sont importants. Et j'imagine que la classe politique ne va pas faire silence sur la question sécuritaire aussi. Là, donc ce n'est pas juste une prise de contact. Si, parce que le président les a reçus et il les a amenés, les a renvoyés au travail, à la réflexion. D'accord. Dans tous les cas, pour moi, j'aurais aimé que le président du Faso, en lieu et place d'abord même de recevoir la classe politique, qu'on reçoive l'ordre des médecins, par exemple. J'aurais préféré que le président du Faso reçoive le syndicat des médecins et les syndicats des agents de santé globalement pour discuter de comment on sort de cette situation-là. Mais toujours est-il que j'ai vu que dans d'autres pays, notamment au Mali, malgré le contexte, ils ont tenu des élections avec les résultats qu'on connaît. Est-ce que nous devons prendre ces risques-là? Bon, dans tous les cas, c'est déjà bien que l'ensemble de la classe politique se parle pour voir comment on échelonne tout ça pour ne pas que, bon, parce que surtout qu'on a vu des hommes politiques dire qu'il n'est pas question, quoi qu'il arrive, de toucher à la date du 22 novembre. D'accord. Sans oublier qu'au Mali, quand même, on a kidnappé le chef de file de l'opposition, qui est aujourd'hui au taille des terroristes. Au Burkina aussi. Je me demande comment on peut aller dans le Yaga et dans le Sahel, dans le Grand Nord ou dans le Sahel, comment on peut faire des élections. Malgré tout, ils ont tenu malheureusement les élections. Dans tous les cas, j'insiste là-dessus. Pour moi, et je crois pour d'autres Burkinabés aussi, la question fondamentale, ce n'est pas les élections. Vous avez parlé du Nord, vous avez parlé de Guibo. C'est ça nos préoccupations. La question de l'eau, c'est ça nos préoccupations. La question du Covid-19, c'est ça la préoccupation des Burkinabés, la question sécuritaire. D'accord. Merci, Inoussa. André Gène. Sur ce plateau, nous avions plusieurs fois demandé au chef de l'État d'exercer un leadership en parlant avec tout le monde. Moi, j'ai dit, certainement que le président du Faso a l'adresse des partis politiques, par exemple, qui ont des représentants à l'Assemblée nationale. Moi, en tant que président du Faso, je les convoque, sans agenda. Ils viennent. Je profite du confinement pour leur dire de venir, puisque je n'ai pas autre chose à faire, je ne peux pas voyager. Je leur dis, venez. Mes chers amis, Covid-19 là, toi, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que je peux faire? Je leur pose la question, chacun n'a qu'à parler et je note. Je profite du confinement, j'appelle les chefs traditionnels là, je dis, venez, vous là, Covid-19 là, comment on va faire? J'appelle les médecins, Covid-19 là. Ça, c'est une forme de concertation élargie à toutes les couches de la population. Oui, toutes les couches de la population, parce qu'en tant que président du Faso, j'ai le droit de convoquer les gens. C'est moi qui dirige le pays et j'ai besoin que vous m'aidiez à diriger bien le pays. Peut-être que ça viendra, là, c'est la classe politique. Non, je dis qui a un mécanisme ça veut dire, c'est là où clair. je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire, c'est quand le chef de l'État appelle en même temps sa majorité présidentielle. Qu'est-ce qu'il veut qu'ils viennent le dire, qu'ils ne l'ont pas dit avant même cette concertation? J'ai dit non, il faut appeler les gens groupe par groupe. Vous de l'opposition, là, vous avez une façon de voir que nous, on ne voit pas. La majorité présidentielle, si nous voit les choses autrement que le président le voit, ce n'est pas une majorité. Donc j'ai dit, il faut appeler les gens
groupe par groupe, et leur demander. Et je dirais même, il faut appeler les gens du plateau de BFM là, vous qui êtes toujours en train de discuter, toujours là, vous 5 là, qu'est-ce que vous en pensez? Je caricature en disant ça. Non, je caricature en disant ça. Mais je dis, le chef de l'État a besoin d'écouter la large majorité des Burkinabés par rapport au problème. Merci. Concertation élargie. Non, en fait, c'est vrai qu'on tente de... Moi, je pense que la question électorale est très importante. Pourquoi? Justement, au regard des problèmes que traverse le pays, il faut des gestionnaires, il faut des gens qui puissent venir gérer. Et or, on a eu une expérience passée qui n'est pas bonne. Donc, et on arrive à une échéance. Donc, il faut que nous soyons capables de trouver un mécanisme qui permette au peuple de désigner d'une manière ou d'une autre des gens. Évariste Concebo, la question aussi est là. Je crois que la question a été déjà posée par le CGD. Si en octobre, en novembre, le 22 novembre, il n'y a pas d'élection, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'est le mandat du président, comment on règle le problème? Non, très rapidement. Si on arrive à l'échéance, c'est clair, ils n'ont plus de légitimité ni de légalité. Maintenant, il faut repartir, renégocier avec la classe politique et même toute la société. Vous faire quoi, il faut refaire un contrat social. Non, ça, ce sont des questions. J'imagine que le 7 mars, il n'y a pas de questions par rapport à ça. Le 9 mars, le Covid s'est installé, la donne a changé. Écoutez, si le 22 novembre arrive et qu'il n'y a pas d'élection, les Burkinabés se feront en sorte de trouver les façons pour continuer à vivre. Non, mais justement, on veut simplement on avait déjà discuté la question. On veut simplement qu'on dise clairement les choses. Oui. Ce que je voulais dire, moi je comprends les politiciens. Évariste a dit qu'il faut qu'on trouve d'autres gestionnaires, mais on peut imaginer aussi que... Non, ça peut même avec eux, mais il faut trouver... Voilà, si on les reconfirme, qu'est-ce qu'on a fait? Ce que je veux dire, il faut qu'on trouve les moyens simplement de dire, nous avons des problèmes au niveau du Burkina, qu'est-ce qu'ensemble nous faisons pour régler le problème? Parce que l'avantage d'avoir un problème, c'est qu'il y a une solution à côté. Ouais, d'accord, mais le problème il est précis. Le 22 novembre, on doit renouveler le mandat du président du Faso, le mandat des députés, à travers une élection. Nous avons beaucoup de problèmes qui peuvent nous amener à ne pas pouvoir tenir cette date. Si elle n'est pas tenue, qu'est-ce qu'on fait concrètement? La Constitution dit quoi? Qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Et qu'est-ce qu'on peut faire? La question est là très rapidement. Oui, mais d'abord, si au 22 novembre, on se rend compte qu'on ne peut pas tenir les élections, pourquoi? On interroge la Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit? Apparemment, on dit toujours que quand le président est dans l'incapacité de gérer, il y a le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Il n'est pas dans l'incapacité. Oui, il est dans l'incapacité puisqu'il n'a pas pu tenir le pays. Il est dans l'incapacité parce qu'il est dans l'incapacité. Mais c'est une interprétation. Les juges aussi le font. Ils vont interpréter. Le président est dans l'incapacité. Mais le 22 novembre, le président est toujours à Pocham. Le 22 novembre, il est toujours... Oui, Blaise était à Pocham, mais il était dans l'incapacité de gérer. Il a rendu sa démission et il s'est barré. Donc le 22 novembre, si M. Roch-Marc Christian Kaboré se retrouve dans l'incapacité parce que son mandat est fini, il ne peut pas continuer, il n'a aucune légitimité, il n'a aucune légalité, on interroge la Constitution. D'accord. Si la Constitution dit ce que la Constitution va dire, on va regarder et puis on va voir. Si on doit rentrer dans une autre transition, on verra comment on rentre dans la transition, avec quoi, avec qui et quelles sont les conditions. Mais il n'est pas question qu'une fois de plus, on nous entube comme la dernière fois. Ça, il n'est pas une question. Et nous sommes pour terminer, vraiment en quelques secondes, sur cette question. Précise. Qu'est-ce qu'on fait? D'autres disent qu'il faut faire une transition, d'autres disent qu'il faut interroger la Constitution. Non, mais il nous attarde à répondre, moi je est-ce qu'on peut prolonger aussi? Il nous a prolongé le mandat aussi. Lui, les élections... Non, moi je te donne la parole. Il nous s'en fiche des élections. Ce n'est pas une préoccupation. C'est pas une préoccupation. D'accord, ok, d'accord, merci. En temps opportun, le Burkinabé sauront quoi faire. D'accord, merci. On va terminer cette émission on va terminer les sujets avec le sujet international. Il s'agit en tout cas au niveau de la France, de Luc Montagnier. Luc Montagnier est un professeur donc, de médecine. Il a découvert le virus du VIH-Sida, qui lui a valu donc d'ailleurs le prix Nobel de médecine. Mais récemment, il a fait une sortie, un entretien sur un média français où il a estimé que le virus de Covid-19 est issu d'une manipulation de laboratoire à Wuhan et par la suite, cela s'est répandu dans le monde entier. Est-ce que les Chinois refutent d'ailleurs, ils n'estiment pas que c'est vrai. Alors,
c'est quand même un pavé dans la mare, comme on dit. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la vérité scientifique finit toujours par émerger. Et Ça, triompher. c'est capital. Maintenant, quand vous dites que c'est Luc Montagnier qui a fait, bien sûr, il a fait sa sortie, mais avant lui, il faut dire qu'il y a eu plusieurs sources. Il y a eu le professeur Anthony Tu, qui est professeur à l'Université du Colorado, qui est un toxicologue, qui a été le premier à dire que le virus était artificiel. Ensuite, il y a eu un groupe de chercheurs indiens qui ont fait les mêmes recoupements et qui ont eu les mêmes résultats que le professeur Montagnier. Qui dit quoi? Je précise que ces chercheurs indiens, depuis lors, on leur a dit de ne plus ouvrir la veine. Alors, donc maintenant, en clair, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout, mais la science, c'est quand même la science. Montagnier dit que le génome du corona a une partie, en fait, du génome du VIH et du génome du parasite du palu. Il dit que c'est comme si vous mélangez les chèvres et les choux. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, il y a eu quoi? Il y a eu forcément manipulation. Il dit que c'est un travail d'apprenti sorcier. Ali, ce que Luc Montagnier dit également, pour lui, dans sa thèse, c'est que les Chinois étaient en train de faire un vaccin contre le VIH-Sida et que c'est cette manipulation qui a mal tourné. Parce que la nature a aussi ses principes et ses règles, donc la manipulation a échoué. Oui, effectivement, à écouter le professeur Luc Montagnier, les Chinois sont partis de bons sentiments. Ils voulaient trouver quelque chose contre le VIH-Sida. Sauf que les bons sentiments ne marchent pas toujours avec la science. Il y a des choses on ne peut pas mélanger l'huile avec l'eau. Ça va être très compliqué. Donc, ils ont manipulé et la chose a mal tourné. Donc, on se retrouve avec le Covid. Donc, Luc Montagnier nous révèle cela. Et ça, il faut en tenir compte. Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est le découvreur du VIH-Sida. C'est un prix Nobel de médecine. C'est quand même une voix qui compte. Eugène a dit tout à l'heure qu'il faut discuter avec les scientifiques. Et voilà un grand scientifique, Luc Montagnier, et on ne peut pas douter de la sincérité de ce monsieur. Et il a même posé des questions, pourquoi ils l'ont fait, et c'est cela, il n'a pas pu répondre. Il explique cela. C'est pour cela toujours que ça nous revient encore au Burkina Faso, pour dire toujours, faisons attention à nos Chinois qui viennent nous aider. Ils sont les responsables de cette maladie. Il faut les surveiller à bout portant sur ce qu'ils vont faire au Burkina Faso. D'accord. André Eugène? Moi, je suis d'accord avec certains développements, sauf que je n'arrive pas jusqu'au bout. Le professeur Luc Montagnier, il est auréolé de son prix Nobel. Ouais. Donc, c'est un scientifique. Quand il parle, on devrait l'écouter. Normalement. Mais on sait aussi que depuis qu'il a eu son prix Nobel, il a dit des choses qui irritent la communauté scientifique. Il a dit, par exemple, que pour se soigner du sida, il suffit d'être propre et d'être bien, etc. Il a dit que pour le pape, quand il avait la maladie de Parkinson, Jean-Paul II, il fallait le soigner à la papaye fermentée et que l'eau contient etc., etc. Il a dit des choses où des académiciens, des éminents chercheurs aussi, ont fait des pétitions contre ce qu'il dit, parce qu'il dit, vous avez un prix Nobel, mais ça ne vous autorise pas à dire des choses qui ne sont pas correctes. Donc là-dessus, je n'aurais pas aimé discuter une voix éminente comme la voix de Luc Montagnier. Mais je ne peux pas aussi m'empêcher de dire, c'est un monsieur qui a dit des choses plusieurs fois qui ont été contestées par ses propres collègues et aussi éminentes que lui. Contester, est-ce que contester voudrait dire que c'est faux ou c'est contester parce qu'on n'est pas d'accord? Non, maintenant la question que il y a d'autres sources qui ont confirmé ce qu'il dit. Oui. Non, la question que je me pose aujourd'hui, j'ai eu l'avantage de visiter un centre de virologie à Rennes. De quel niveau? P3 souvent? Non, pas de P3, parce que c'est P3, je ne peux pas y entrer. Mais même en n'étant pas P3, pour y entrer, mais c'est la croix et la bannière. La question que je me pose, c'est comment, selon ce qu'il dit, comment le virus peut être échappé d'un laboratoire d'une manière fortuite. Si on connaît que pour y entrer et pour y sortir, c'est vraiment beaucoup de choses. À moins que mais ceux qui sont à l'intérieur sont ressortis avec ça. Non, par exemple, pour qu'on on va prendre un téléspectateur. On est dans la phase des questions de téléspectateurs. Monsieur Sorgo, appel de Ouaga sur le Covid-19. Monsieur Sorgo? Oui, monsieur. Bonjour à vous. Bonjour. On vous écoute pour votre intervention. Oui, j'appelais ce matin d'abord pour saluer... Oui, bonjour. Allez-y pour votre intervention.
Ok, bon, je tiens d'abord à saluer en fait l'émission BF1 Presse Éco que je suis depuis des années. Merci beaucoup. Voilà, je remercie le professionnalisme en fait de son animateur. Mais par contre, quand même, il y a certaines suggestions qu'on aurait aimé vous faire. Voilà. Par exemple, j'écoute souvent M. Kosembo. Bon, c'est un éminent docteur que je respecte, un grand frère. Vous avez dit que vous voulez intervenir sur le Covid-19 ? Oui, par rapport Allez-y sur le Covid-19. j'ai dit. On pourrait vous rappeler après pour prendre vos suggestions. Allez-y directement sur le sujet du Covid-19. Oui, par rapport au cas du Covid-19, il me semble qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, nous avons un problème assez réel. Le mal, il est bien là. Et malheureusement, nous sommes nombreux encore parmi les Burkinabés qui croyons peut-être que c'est une maladie inventée ou en fait qui doutons en fait de la véracité réelle de la maladie. Moi, je crois que l'heure est d'actualité en fait, à ce que tout le monde, surtout les journalistes que vous êtes, essayez quand même de marquer en fait d'une empreinte assez indélébile, parler réellement à la population afin de vraiment leur montrer voilà comment la dangerosité en fait de la maladie. Alors que je constate souvent sur les plateaux que certaines personnes battent en brèche en fait les dangers liés à ce mal. Est-ce que vous comprenez? J'entends, je m'excuse de citer quelqu'un, mais je vois notre directeur qui même au départ quand même de l'arrivée du coronavirus disait que non, en fait, c'était, bon, à la limite, comme si c'était pas vraiment une maladie. Moi, je crois que vu la gravité des choses, au jour d'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on puisse tenir un autre langage. Et surtout, merci, monsieur. Aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse, à défaut de tout le temps critiquer pour critiquer, apporter aussi des solutions. Monsieur, vous, en tant que directeur d'école, étant un homme, en fait, du domaine, qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous êtes un homme de terrain, vous connaissez beaucoup de choses par rapport à l'ambiance dans les écoles. Quel est votre apport afin que le gouvernement puisse s'en inspirer? Sinon, s'il faut critiquer pour critiquer, je crois qu'on ne s'en sortira pas. Merci, monsieur Sorgho. Merci pour votre propos. On était sur Luc Montagné. On reviendra pour la réponse. C'est Luc Montagné, le laboratoire, en fait. Puisque disait, parce qu'il faut dire que c'est un laboratoire qui a été construit avec la technologie et l'appui de la France. Donc, ils savent très bien. Ouais. Maintenant, il y a eu même avant, en 2008... Le laboratoire de Yuan. Voilà, et avec le laboratoire de virologie de Lyon, avec le professeur Mérieux. Donc, maintenant, quand ils ont fait le partenariat, les Chinois ont voulu justement, après, quand on a construit le laboratoire, continuer tout seul. Donc, il n'y a jamais eu de collaboration. Par la suite, il y a eu des voix qui s'étaient levées pour demander, en fait, et mettre en doute le niveau de sécurité. Parce qu'il y a des protocoles, par exemple, pour le laboratoire P4, il faut pratiquement plus d'1 heure pour enlever les combinaisons. Hein. C'est pour dire que c'est sérieux. Donc, les gens déjà se posaient des questions sur le respect des protocoles de sécurité. Parce que, comme André Eugène en a parlé. Et nous, ça, on va prendre ton propos sur ceux de Luc Montagné. C'est un éminent professeur, les uns et les autres l'ont dit. Monsieur Compaoré disait qu'on ne peut pas douter de sa bonne foi. Moi je doute quand même. Parce que j'ai lu également des scientifiques qui ne sont pas tout à fait d'accord avec lui. Des scientifiques français, je n'ai pas leur nom, mais je vous renvoie à l'article que Le Monde a publié il y a 2 jours, où il y a beaucoup de liens de spécialistes, de virologues, etc., qui ne sont pas d'accord. Oui, c'est ça, je dis, moi je n'ai pas retenu ces noms-là, mais je pourrais vous communiquer les liens après, vous allez vérifier. Mais il y a des scientifiques également qui ne sont pas du tout d'accord avec les thèses du professeur Montagné. Mais dans tous les cas, nous sommes dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche. C'est de la contradiction que jaillira la vérité. Moi, je ne prends pas tout de go pour, en tout cas, agent comptant tout ce que les uns et les autres racontent. Mais en suivant les spécialistes, en suivant les universitaires, les chercheurs, etc., on finira par savoir d'où vient la maladie. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de trouver une solution. Un extrait d'un communiqué donc, de l'ambassade du Burkina, de la Chine au Burkina qui dit « La Chine a affirmé plusieurs fois que l'origine du virus est une question scientifique à laquelle les réponses apportées doivent être fondées sur des preuves scientifiques. » Elle est le premier pays à avoir déclaré à l'OMS et au monde entier l'existence du virus sur son territoire, mais cela ne veut pas absolument dire que le virus est originaire de Chine. L'incendie d'une maison ne veut pas dire que le propriétaire est l'incendiaire.
André. Non, et Évariste posait des questions. Hein. Et vous savez que le prix Nobel de 2008 du professeur Luc Montagnier a été remporté par 2 autres personnes, notamment une dame qui s'appelle Madame Françoise Barry-Sinoussi. D'accord. Aujourd'hui, elle conteste même les propos, elle-même en tant que co-Nobel, conteste les propos de professeur Luc Montagnier. Montagnier. Mais pour cela, après, si je reviens à la proposition, je pense que nous ne critiquons pas pour critiquer, hein, comme suggérait... Les propos de M. Sorgho. Oui, mais j'ai fait une proposition. J'ai dit, ma proposition, c'est de ne pas amener les enfants à l'école pendant que... c'est une proposition. Merci, André Jalou. On va prendre notre dernier téléspectateur. On peut ne pas être d'accord, mais c'est Monsieur une Palais, proposition. Monsieur Palais appelle de Gawa pour sur l'ouverture des marchés, je veux dire. Oui, allô? Monsieur Palais, allez-y pour votre intervention. Je remercie tous ceux qui sont sur le plateau. Merci. Je vous suis il y a très longtemps. Oui, bon, par rapport à l'ouverture du marché. Allô? Oui, allez-y. C'est quel marché? Le marché de Gao ou celui de Non, Ouagadougou? le marché de Ouagadougou. Ah, de Ouagadougou, d'accord. Voilà. Bon, moi, j'ai une inquiétude. Parce que je me dis que si la maladie, on dit que c'est une maladie très grave, qui se transmet facilement, et si on ouvre le marché, il y aura un attroupement. Est-ce que d'abord l'ouverture ne va pas amener les autres communes à vouloir aussi faire la même pression pour que on ouvre leur marché? Quand je prends par exemple à Gawa, nous avons 2 principaux marchés. Et ces 2 marchés sont fermés. On essaie de les déployer, mais ça pose problème. Je prends encore la commune de l'Européenne que je connais bien. C'est le même problème. Est-ce qu'en ouvrant Ouagadougou, même si c'est un marché coutumier, ça veut dire que dans les autres zones aussi, il y a des marchés coutumiers qu'on a tout fermé. Maintenant, moi, je vais demander, est-ce que le gouvernement ne peut pas approcher ces gars pour leur dire non, voilà, bon, vu la gravité de la chose, nous allons attendre une semaine pour voir s'il y a une amélioration, qu'on puisse ouvrir le marché. Si on ouvre le marché, parlant de là, il y aura le transport aussi. Et toutes les activités vont vouloir reprendre. D'accord. Et vraiment, ça risque de poser problème. Merci, Monsieur Palais, pour votre inquiétude. En fait, j'écoute M. Sorgho. Chaque fois qu'on est sur ce plateau, ou bien souvent quand je vois les réseaux sociaux, bon, vous critiquez, vous ne dites rien. Mais en fait, quand on discute ici, on dit beaucoup de choses. Hein. Par exemple, on a été les premiers à porter Les masques? les masques ici. Personne n'en a parlé pour dire aux gens que... Si, beaucoup ont apprécié Oui, le fait beaucoup ont qu'on apprécié. ait donné l'exemple. Apparemment, M. Sorgho n'a pas vu ça. Et donc, il ne faut pas que les gens croient qu'on vient ici le dimanche Pour nous amuser, parce qu'on n'a rien à faire. Hein. Parce qu'on n'a rien à faire. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qu'on dit ici. On donne beaucoup de choses, notamment quand on dit que le président doit rencontrer son opposition rencontrer. C'est nous qui le disons, matin, midi et soir, ici sur ce plateau. Donc, on ne dise pas qu'on vient ici pour se... Merci. discuter. Simplement Non. dire on que... est quand même des gens assez sérieux. La critique est une forme de proposition également. Bon, voilà, bon. Parce que plus on critique, plus aussi on se rend compte de l'importance du sujet et aussi d'un certain nombre de paramètres qu'on n'arrive pas à cerner. Donc, il ne faut pas s'arrêter seulement au fait que quelqu'un soit d'accord ou ne soit pas d'accord, mais de voir derrière quand il n'est pas d'accord, parce que cela suggère. Oui. Donc, c'est très important de savoir qu'il n'y a pas que la critique. Mais la critique même d'ailleurs est une forme de proposition que savent saisir en tout cas les acteurs qui sont concernés. Donc, c'est pour dire simplement que tout ce qui se dit ici, il y a des opinions, il y a de la critique, mais il y a des propositions très importantes. Juste pour dire merci à tous ceux qui viennent chaque dimanche ici prendre de leur temps, maintenant des années, pour le faire. En tout cas, merci à vous. La nation doit vous rendre hommage. Merci à tous. On est au thème donc, de cette émission. Oui, mais c'est normal. J'étais avec Mamadou Ali Compaoré. Il est journaliste aujourd'hui détaché au ministère de la Communication. Merci Ali d'être passé sur ce plateau. André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci André Eugène Ilboudo d'être venu sur ce plateau.
Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci d'être passé. Et puis, Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendre. Maintenant, c'est bendre.net. Bendre.bf. .bf, ok. Merci. Donc, c'est maintenant qu'on peut trouver en ligne, mais un également magazine il y a le aujourd'hui papier en aussi. ligne. Il y a quelque chose de très bandant, comme on dit dans le jargon. Ben, il faut visiter le site. D'accord. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut, tout en restant dans nos mesures, dans les mesures barrières, respect des mesures barrières. C'est l'essentiel, c'est le vaccin que nous avons aujourd'hui. Il faut l'utiliser en abusant même, j'allais même dire. Il faut l'utiliser en abusant pour nous sortir de cette situation. En tout cas, merci, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.